le laboratoire organique de l'USAR, déjà, merci d'être aussi nombreux là pour la présentation. Donc, c'est super chouette. On est contente de vous avoir pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu qui est en construction. Donc, le laboratoire organique de l'USAR, vous avez le petit logo ici qu'on a commencé à dessiner, hein, qui n'est pas définitif. Mais voilà, on cherche un peu notre charte graphique. On aimait bien ce petit toit là avec cette cheminée de travers. Si tu veux raconter la petite histoire. Et la petite histoire, c'est que tous les enfants, paraît-il, du monde entier, quand on leur demande de dessiner une maison, ils dessinent une maison, donc comme ça, un cube avec un triangle dessus et une petite cheminée perpendiculaire au toit. Même les Esquimaux qui vivent dans des maisons rondes. Donc voilà, ça nous a beaucoup fait rire et on s'est dit qu'on avait envie de garder un peu cette fraîcheur, cette naïveté peut-être dans notre charte graphique et dans notre esprit. Voilà, donc vous voyez, on a le petit hangar, hein, parce qu'en fait, on travaille vraiment sur un lieu. L'Ustar, déjà, pour démarrer, en fait, géographiquement, donc c'est une commune qui est située à côté de Tarbes. Pour ceux qui connaissent un petit peu la région, on n'est pas très loin non plus de Lannemezan, voilà, qui est situé ici. Et je vous ai mis Toulouse quand même sur la carte pour avoir un point de référence. Donc, vous avez l'autoroute là qui part de Toulouse, qui passe par Saint-Gaudens et qui va jusqu'à Tarbes. L'Ustar, en fait, on est à côté de Trie-sur-Baïse. Voilà, donc les villes qui sont autour, on a Trie-sur-Baïse, Lannemezan et Tarbes. Ce qui est intéressant avec Tarbes, c'est que c'est une ville qui est quand même assez innovante avec des Fab Labs. Donc les Fab Labs, c'est des laboratoires de fabrication. Donc on va y revenir là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a des réseaux de tiers-lieux aussi, de ces lieux un peu comme le site de Bellefontaine à Toulouse, là où il y a les imaginations fertiles. Voilà, donc on est vraiment dans un milieu, une situation géographique en fait rurale, avec des terres qui sont argileuses, un peu de tourisme aussi dans la région, beaucoup d'entreprises du BTP. Donc on avait fait un petit point là sur justement ce qu'il y avait autour de l'Ustar. Alors, le projet en fait de l'Ustar, donc le laboratoire organique de l'Ustar, c'est une association. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'historique après. On est vraiment en cours de construction en fait de cette association et de ce lieu. Donc, l'idée, c'est d'avoir un lieu d'expérimentation qui va accueillir des ateliers de fabrication, donc type Fab Lab. Donc, Fab Lab, c'est des laboratoires de fabrication. Il en existe de plus en plus en France et à travers le monde. C'est des lieux d'expérimentation. On va pouvoir tester, prototyper, maqueter des projets. Voilà, vous en avez plusieurs à Toulouse. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir un Fab Lab rural où on va pouvoir mettre à disposition des membres de l'association un espace de vie, un espace de partage. Dans ce bâtiment-là, vous allez voir, qui a été construit par les bénévoles aussi de l'association. L'idée, c'est de créer du lien en fait, sur le territoire, d'aller chercher différents usagers, différents acteurs, que ce soit par exemple des seniors qui sont sur place, pas des seniors, des seniors, donc des personnes âgées, d'aller chercher les agriculteurs aussi, les travailleurs, voilà, les habitants des villes voisines, et d'essayer de créer une mixité aussi autour de projets de fabrication. Donc l'idée, c'est de mutualiser aussi une partie atelier avec des outils et un équipement en fait, pour fabriquer de manière artisanale et de manière numérique. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est vraiment à la construction de ce lieu, à l'éco-co-construction. Donc c'était le titre aussi de la pause déjeuner qui nous a fait rire, l'éco-co-construction, ou la co-éco-construction, comme dirait Philippe, notre collègue. Où l'idée, c'est de co-construire ce lieu en fonction des personnes aussi, des acteurs, des personnes qui sont motivées, qui sont engagées par ce projet. Et voilà, et de s'interroger sur comment est-ce qu'on éco-construit, comment est-ce qu'on va vers de l'autonomie, de la résilience. Donc, on a différentes activités qu'on a commencé à mettre en place en fait, et à faire sur les années précédentes et qu'on continue aujourd'hui. Voilà. Je vous présenterai la programmation après. Mais l'idée, c'est vraiment de fédérer une communauté et d'avoir un lieu où on peut se retrouver en extérieur de la ville et recréer aussi de l'activité voilà, en milieu rural. Donc, c'est ça aussi les grands points en fait, de cette association. Amélie, est-ce que tu veux... Oui, il y avait une question tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un laboratoire organique.
Un laboratoire, parce que l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un espace d'expérimentation, d'exploration. Voilà, tester des choses, en fait, tester des techniques de construction, tester des techniques agricoles, tester des modes de gestion ou de cogestion. Et organique, parce que l'idée, c'est que ce soit vivant. Donc, voilà, on n'est pas sur de l'expérimentation forcément très, très protocolaire ou froide. On est vraiment sur une idée de créer quelque chose de vivant, un espace vivant. Et voilà, avec le petit jeu de mots que organique en anglais, évidemment, ça veut dire bio. C'était un peu, voilà, c'est un peu, ça fait partie des valeurs. Donc, voilà pourquoi laboratoire organique. Yes, merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat. Il y a Adriana qui me les lira, puisque nous, on a le nez sur la présentation. Pour l'historique, en fait, c'est donc Amélie. En fait, elle fait partie d'une famille de 4 de 4 enfants. De 4 enfants. Et c'est sa sœur, Hélène, qui a acheté des terrains, en fait, pour installer des animaux, enfin, elle était bergère, en fait, à l'époque. Donc, on a retrouvé une image, là, on est allé chercher sur Google Images. Voilà, vous avez vraiment l'espace, l'endroit, en fait, tel qu'il était il y a quelques années. Donc, on était vraiment sur une parcelle, en fait, agricole, un terrain, un champ, quoi. Et a été créée en 2016 l'association, le laboratoire organique de Mustard. Donc moi, personnellement, je n'étais pas encore là à ce moment-là. Je commençais à fréquenter la famille Gauthier. Puisque, ah oui, ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'on a Adrien Gauthier qui va nous rejoindre, là d'ici, je pense, un petit quart d'heure, qui ne pouvait pas être là à 13h, et qui est président de l'association du laboratoire organique de l'USTAR. Donc je vais vous présenter après les différents membres. Mais voilà, il va nous rejoindre, il pourra répondre aussi aux questions de montage financier, de vraiment structuration aussi de l'association. Donc, création de cette association en 2016. Il y a un permis de construire qui a été posé en 2017, le permis de construire qui a permis de démarrer les travaux de construction vraiment de ce lieu, de ce bâtiment. Donc, le bâtiment fait 200 mètres carrés. Vous avez une image ici du montage de la charpente, en fait, après avoir coulé les fondations. Et en 2018, une SCI, l'Aspi de Charotte, qui a été créée. Donc, l'Aspi de Charotte, c'est le nom, en fait, de la colline sur laquelle est installé le laboratoire organique de l'USTAR. Donc, l'Aspi de Charotte, en occitan, ça veut dire l'épiceuse. Voilà. C'est très élégant, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de sources sur le terrain, et donc ça coule, ça pisse du terrain, d'où le nom. Donc, c'est un nom qui est assez rigolo aussi. Et voilà, une SCI avec 4 membres fondateurs, dont Amélie, Pierre Gauthier, Adrien Gauthier, donc, qui va nous rejoindre, et Arnaud Segui, qui est le cousin, pour la petite histoire. Et en juin 2018, on a commencé, en fait, quand les garçons ont conçu et commencé à fabriquer la structure du bâtiment, on a organisé des chantiers participatifs pour co-construire, justement, faire participer, partager sur les techniques, expérimenter sur la construction, en fait, en terre-paille. Donc ça, on va y revenir aussi en détail. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a le bâtiment qui est presque hermétique. Il manque encore des petits trous à boucher, mais on commence à aménager l'intérieur et on va continuer à organiser des chantiers participatifs, mais aussi là, cette année, des ateliers plus précis sur des thématiques, par exemple sur de la photographie, sur de la permaculture, sur de la cuisine aussi, comment faire ses confitures, d'essayer d'élargir un petit peu les champs en fonction de qui voudrait intervenir et de qui pourrait intervenir sur quel sujet, et en fonction des demandes et des besoins aussi qu'on recueille. Donc ça, c'est pareil, on crée en fait les activités en fonction des personnes qui sont intéressées et qui sont curieuses et qui sont là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à venir nous voir, nous contacter. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ? Non, ça me paraît très complet pour l'instant. Ça marche, merci.
Alors, pour la suite, effectivement, donc il y a eu cette construction du bâtiment là, qui a démarré en 2017. Donc, il y a eu en fait la création des fondations du bâtiment avec le montage en fait, de la structure en bois, donc, en Douglas, puisque c'est un bois qui résiste bien aux extérieurs, à l'humidité. Voilà. Pour le toit, on a fait mettre en fait des panneaux sandwich que Adrien, il a eu un super plan, il a récupéré en fait des panneaux sandwich, 800 mètres carrés de panneaux sandwich. Donc le panneau sandwich, c'est de la tôle. En fait, vous avez 2 couches de tôle avec au milieu de la mousse polyuréthane qui est un très très bon isolant. Donc là, c'est des tôles qui font 10 cm d'épaisseur, qui font plusieurs mètres de long. Hein, vous voyez ici sur le toit. Donc à l'aide d'un monte-charge, en fait, ils ont pu installer les tôles, donc A3, hein, imaginez-vous. Voilà, donc on était aussi présente pour les soutenir, pour aider, mais c'est vrai que là, le gros du travail a été fait par Pierre, Adrien et Arnaud sur plusieurs journées de travail où ils ont monté cette charpente qui est vraiment jolie et aussi très esthétique avec ces tôles au niveau du toit. Donc, c'est des tôles qui sont issues du réemploi, en fait, qui étaient stockées dans un champ par un agriculteur qui voulait monter une chambre frigorifique, mais qui finalement n'est pas allé au bout de son projet et a revendu les panneaux donc 2 fois moins cher pour éviter qu'ils finissent à pourrir dans un champ. Donc ces panneaux, on les a récupérés, on a réalisé le toit du bâtiment avec eux et on a aussi réalisé les structures et l'isolation des tiny houses. Donc ça, on en parlera après. Et en fait, le travail a été d'aller chercher des bottes de paille. Donc, on a rempli 2 remorques. Voilà. Donc, le camion, ici, on ne se rend pas compte, mais il est quand même assez haut. Les garçons ont rempli les remorques de blocs de paille, de bottes de paille. Voilà. Et l'idée, c'était de remplir en fait la charpente avec de la paille et de fixer la paille à la charpente pour pouvoir isoler en fait le bâtiment. Donc, sur les étapes d'après, donc on voit que ça bosse dur sur les bottes de paille. Donc ça, c'était un temps qui était assez chouette à faire parce que c'est vrai que d'avoir les pieds dans la paille, c'est quand même pas désagréable, hein, vraiment. Donc, on a monté en fait les murs. C'était un peu compliqué sur la paille en hauteur, hein, parce que là, on est à 3,50 m de haut. Donc, c'est vrai que voilà, c'est quand même un peu lourd, mais on se crée comme ça des petits escaliers pour aller... Des échafaudages en paille aussi pour aller jusqu'en haut. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu cette étape de la paille, voilà, remplir vraiment les murs avec ces bottes-là. Et ensuite, on est allé chercher sur le terrain, en fait, qui est un terrain donc, très argileux. On est allé creuser pour trouver de l'argile et réaliser en fait une première couche, un premier enduit en fait d'argile sur la paille. Donc vous avez ici en fait là on est en train d'appliquer sur la photo de droite l'argile et vous avez la photo du dessous où on a vraiment le mélange donc paille et argile terre qui permet en fait de protéger la paille, éviter qu'elle prenne l'humidité. Et c'est aussi une surface d'accroche pour la couche suivante, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas du tout lisse. C'est volontaire pour que la couche suivante puisse accrocher. La couche suivante qui est donc formée de terre et de chaux pour créer au fur et à mesure une imperméabilisation des murs. Donc je vois qu'Adrien vient d'arriver, donc n'hésite pas si tu veux intervenir aussi. Je pense que ce sera intéressant que tu nous parles après du montage justement SCI, association, et des financements de base pour la réalisation de ce bâtiment. Donc ça, on le détaillera tout à l'heure avec Adrien. On va finir là sur le montage du bâtiment jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, effectivement, comme disait Amélie, voilà, c'est là. Et puis ce qu'on a voulu aussi, c'était garder ce côté fait à la main, quoi. C'est vrai qu'il y a des bâtiments aujourd'hui qui sont faits en terre-paille où on va couper la paille pour qu'elle soit nickel, que ce soit vraiment angle droit, que ce soit parfait, quoi. Et on va pouvoir appliquer un enduit pareil très lisse. Mais nous, on s'est dit qu'on ne voulait pas s'embêter, qu'on voulait aussi qu'il y ait ce côté, fait main. Donc vous allez voir, il y a des espèces de bourrelets, un peu de paille, de terre à des endroits, mais c'est aussi le côté esthétique. Voilà, ça fait son charme. Voilà, c'est ça. Pareil, sur
la granularité de la terre en fait, et du sable qu'on va appliquer ensuite sur l'enduit vraiment de finition. On peut avoir des enduits plus ou moins, voilà, des finitions différentes. Donc, vous verrez un petit peu. Ça dépend aussi de la terre du coup qu'on a sur place. Nous, on a fait avec donc la terre du terrain qui est très argileuse. Donc, pour la deuxième couche, on a rajouté beaucoup de sable parce que vraiment l'argile séchait assez vite. Et ça, voilà, on a constaté que ça s'écaillait. Donc, on s'est adapté en fait aussi au terrain, à la terre qu'on avait et aux besoins du bâtiment. Ensuite, il a fallu nettoyer le sol, parce que vous imaginez, donc on est sur une terre argileuse, on avait voilà, beaucoup de terre, en fait, on travaillait directement à l'intérieur du bâtiment, donc il fallait tamiser aussi la terre pour éviter d'avoir des cailloux quand on va appliquer les enduits, donc mélanger à de l'eau, simplement. Et un coffrage pour avoir une grande dalle en béton, pour avoir vraiment la partie atelier sur une dalle solide, pour accueillir notamment, parce que l'idée, c'est d'avoir un atelier de fabrication, mais pouvoir aussi fabriquer des tiny house. C'est pour ça qu'on est haut aussi, on a cette hauteur au niveau du bâtiment. Et de l'autre côté, en fait, on a fait donc d'un côté une dalle béton et de l'autre une dalle argile avec des ateliers. Vous allez voir, on a construit une mezzanine, voilà, un peu moins solide, mais qui tient très bien. Et on a eu des petits soucis au niveau de la paille à certains endroits du bâtiment, donc c'est aussi comme ça qu'on apprend de ces expériences, et on pourra vous faire ces retours plus précisément à ceux qui sont intéressés par ce type de construction. Mais voilà, des bottes de paille qui avaient en fait pourri à cause de l'humidité, donc on a dû enlever. Voilà, donc on a eu des pertes là-dessus, mais qui ont fini au compost dans le jardin. Rien n'est perdu, tout se transforme. Et donc, on a remplacé à certains endroits, voilà, le manque de cette isolation terre-paille par, là, pour l'instant, du bardage bois. Et on a commencé l'an dernier à faire des essais pour isoler par l'intérieur, ici, remplir avec de la paille et de la terre, du torchis, en fait, pour vraiment combler et isoler le bâtiment. Donc, aujourd'hui, on a vraiment ce bâtiment qui peut accueillir. Donc, les fenêtres ont été posées, les portes aussi. Donc, une grande porte de hangar a été faite sur mesure, soudée en métal pour la structure. Voilà, du bardage bois aussi pour fermer la porte et rendre hermétique. Il y a des grandes fenêtres qui ont été posées en fait sur la mezzanine. Donc, on construit les garçons aussi. Donc là, on est entièrement sur de la récupération aussi de matériel, d'escaliers, par exemple, de structures, voilà, qu'on a récupérées. Donc la mezzanine, l'idée, ça va être d'en faire un lieu un peu convivial avec un bar et voilà, une cuisine, un évier. Sous la mezzanine, on a 3 ateliers qui vont permettre d'accueillir des activités plus... Voilà, on a Pierre, par exemple, qui est luthier, qui va avoir son atelier, Adrien qui fait de l'électronique aussi, donc d'avoir des ateliers un peu fermés, un peu plus propres, en fait, pour accueillir d'autres activités. Et ce grand espace, donc, avec la possibilité de construire des projets plus ou moins grands, et notamment des tiny house. Donc ça, on va y venir aussi. Donc, vous avez une des tiny house qu'on a fabriquées qui est ici dans le bâtiment. Et là, très récemment, on a installé l'électricité. Je ne savais pas si tu savais. Voilà. Donc le week-end dernier. Voilà, avec des néons, installation de néons, voilà, travail sur le tableau électrique. Donc ça, c'est chouette aussi. On va pouvoir travailler de nuit maintenant, bien éclairé. Et en fait, tout ça, c'est possible grâce à plein de personnes qui nous ont aidés aussi. On remercie vivement aussi à travers cette présentation. Vous avez en fait, en tant que fondateur, fondatrice, donc différentes personnes, mais vraiment la famille Gauthier, je le redis. Voilà, avec Adrien qui est président de l'association, vous avez Clara qui est trésorière et moi qui suis secrétaire de l'asso et qui m'occupe un peu de la partie com aussi. Voilà, mais de manière, on est bénévole sur cette association. Et après, plein de personnes qui nous ont aidés, des makers, des curieux, il y a un apiculteur, donc Pierre qui est luthier, des personnes qui sont engagées, des personnes qui étaient complètement, voilà, qu'on a croisées dans un covoiturage, qui sont venues sur place pour un week-end. Donc plein de personnes, vraiment qu'on remercie, et avec qui on a pu co-construire en fait ce bâtiment en chantier participatif. Donc, vous voyez à différentes étapes, mais souvent avec beaucoup de terre et de boue. Faut l'avouer. Donc 43 membres. Et de bonne humeur aussi. Et de bonne humeur, de convivialité, on le verra dans les activités après.
43 personnes différentes là, qui nous ont aidés en 2019. Donc, c'était vraiment super de pouvoir les accueillir. Et je vais vous expliquer un petit peu justement comment fonctionnent les chantiers. Mais avant ça, on a vraiment des objectifs et des valeurs en fait qui sont le partage, la transmission, de faire ça dans la bienveillance, dans l'entraide, d'aller vers de l'autonomie, de s'interroger sur le local, sur le territoire. Voilà, pour mener des réflexions en fait et des expérimentations sur les activités agricoles, de permettre aussi de créer une dynamique sur le territoire, de croiser des personnes qui ont des horizons variés, des compétences qui vont être complémentaires pour déboucher sur des projets originaux aussi, c'est ça qui nous intéresse, de mettre à disposition donc, des connaissances, des outils au niveau des porteurs de projets ou tous ceux qui sont même juste curieux, qui ont envie de tester et d'expérimenter des choses. D'aller vraiment vers le partage aussi et la diffusion des savoir-faire. Là, l'idée, c'est aussi qu'on organise des ateliers vraiment sur des thématiques, des petites formations, qu'on crée aussi des conférences, des débats. Donc, on est en train de s'organiser là pour 2021 pour la programmation. Et voilà, et de réfléchir aussi aux nouvelles technologies dans les métiers, par exemple, artisanaux. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour nous. Voilà, et puis organiser des ateliers, des formations, des chantiers, donc de continuer là-dedans aussi. Et on a Martine, je vous ai mis sa petite phrase que j'aime beaucoup, l'entraide, la joie de construire ensemble, l'efficacité dans la bonne humeur. Voilà, histoire de nous faire un petit peu de pub. Je continue. Au niveau des activités et du fonctionnement, en fait, là, on a beaucoup fonctionné par chantier participatif sur des week-ends, donc en 2018 et 2019 et 2020. 2020, bon, avec le Covid, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu plus restreint en termes de participants, mais l'idée, c'est qu'on organise en fait des covoiturages depuis Toulouse, que vous avez la possibilité de loger en fait sur place, donc on peut prêter voilà, vous pouvez venir avec vos tentes, les vannes, on peut louer aussi la salle des fêtes, on l'a fait plusieurs fois pour les repas, pour l'organisation, voilà. On le fait des fois et des fois on fait sans. On peut prêter aussi tiny house, on a des caravanes, voilà, dans lesquelles les personnes peuvent loger en fait. Et après, au niveau des repas, on prévoit des repas, mais on fonctionne aussi en auberge espagnole où chacun peut ramener une spécialité ou quelque chose qu'il affectionne en termes de nourriture et de boissons. Et là, ce que je vais détailler, c'est les différentes activités. Je sais pas si tu peux rajouter. Ah ouais. Et ben voilà, on a Adrien qui vient juste d'arriver derrière nous. Incroyable cet Adrien. Ensuite, donc sur les activités, donc la construction, ça a été une grosse activité là au niveau du. Ouais, ça marche. Au niveau du bâtiment, donc ça j'en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, et Amélie aussi sur les expérimentations justement de la chaux, des enduits d'argile. Est-ce qu'on met du sable, est-ce qu'on met de la paille, voilà, est-ce que ça craquelle, quel est le rendu. Donc on a fait pas mal d'essais sur les enduits. On a fait participer pas mal de personnes de différents âges aussi. C'était l'idée dans ce hangar d'éco-construction. Sur les activités aussi, donc les chantiers, ça ne se résume pas juste à on construit, c'est aussi on passe un temps convivial ensemble, on apprend à se connaître, donc de la découverte. Donc c'est à la fois de la découverte des différents participants, mais aussi des environs avec des activités, par exemple sur les terrains de la SCI, on peut voilà, faire un tour de tracteur avec Adrien. Il y a une très bonne photo. Il y a des animaux aussi, par exemple Arnaud a des chevaux, des cochons, il y a des chats. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vrai que ça permet aussi de découvrir ça. On a une super vue sur la chaîne des Pyrénées, voilà, avec une petite balade d'une demi-heure, 1 heure, qui permet vraiment de se rendre compte aussi du paysage des Hautes-Pyrénées. Et après, des temps conviviaux qui sont organisés, les temps de repas, les jeux de société, voilà, des ateliers divers et variés. Je sais pas si des choses. Voilà, on fait pas que travailler, quoi. Si on est au chantier participatif, c'est promis, c'est pas juste l'esclavage. Ça sera aussi sympa, on pense à ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a je pense que Kerry a fait un bon résumé. On a aussi voilà, des potagers en permaculture qui ont été créés avec aussi des chantiers participatifs, avec
un spécialiste de la permaculture avec qui j'avais fait des stages. Et donc, on a ensemble voilà, organisé, on devait être une quinzaine, je crois. Donc, voilà, ça a permis d'apprendre les bases de la permaculture et de les mettre en action tout de suite, en fait, en pratique tout de suite, avec voilà, des buts recouverts de paille et plantés avec à la fois des plantes vivaces et des plantes annuelles. Donc voilà, sur une partie du terrain qu'on a choisi ensemble. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce type d'activité, sur les potagers aussi, on peut répondre à vos questions. On pourra préciser s'il y a Voilà. des questions. Et aussi l'activité donc, des tiny house. Donc là, il y a un montage un peu particulier. On travaille aussi avec Adrien Gauthier, qui est fondateur aussi de Makers & Co, qui est un réseau de makers, une entreprise qui s'intéresse à l'innovation, à la fabrication, et qui a réalisé et conçu et fabriqué des tiny house. Et en fait, on travaille aussi, on a ouvert en fait des chantiers participatifs de janvier à mars 2019. On a lancé 2019 ou 2020 2020, pardon, 2020, ouais, je me suis trompée. On était installé en fait à Toulouse, là où il y avait les IF avant, à Maurice Sarraud, dans le Grand Hangar, et on avait lancé des ateliers participatifs pour apprendre à construire sa tiny house. Par exemple, la soudure métal pour souder la structure, l'isolation avec les panneaux sandwich, comment poser ses vitres sur mesure, le montage électrique, le bardage bois, le plancher, installer une mezzanine, etc. Donc, on avait fait des ateliers vraiment sur des thématiques spécifiques. Et en fait, ces tiny house aujourd'hui sont installés, il y en a 2 installés à l'Ustar, que vous pouvez, qui sont aussi, on peut faire visiter. Hein. Pour l'instant, elles ne sont pas encore aménagées à l'intérieur, mais on va travailler à ça incessamment sous peu. Donc, je vous ai mis une photo ici. En fait, elles sont sur les terrains de la SCI. Alors, il y en a une qui appartient à Pierre et moi, qui est vraiment une tiny house qui sera aménagée en maison. Et la seconde, qui est la tiny house de Makers & Co, donc de la société d'Adrien. Voilà, et qui est destinée, elle, plutôt à... Donc, c'est des tiny labs destinés à faire découvrir la fabrication numérique et intervenir sur des événements. C'est un Fab Lab, en fait, itinérant, hein, clairement, qui sera installé dedans. Mais pour l'instant, elle est à l'Ustar, voilà, en construction. Elle est dans le bâtiment, là, pour définition. Donc, l'idée aussi, c'est qu'on puisse se questionner sur les habitats légers, sur les habitats mobiles et sur les ateliers mobiles aussi, à travers le laboratoire organique de l'Ustar, à travers cette association. Voilà pour cette activité-là. Donc, on y reviendra aussi avec Adrien, je lui laisserai compléter. Juste un petit point sur la programmation là, pour 2021, ce qui est notre to-do list, en fait, on l'a faite là, très récemment. Donc, c'est très pratico-pratique. Hein. On est sur terminer le bâtiment, sur bien faire en sorte qu'il soit isolé, qu'il soit étanche, fermer les ouvertures, le chauffer aussi pour l'hiver prochain, parce que c'est vrai qu'on a eu un petit peu froid en cette saison-là d'hiver. L'idée aussi de créer un plan de référence avec les circulations, les différents rangements, les outils, voilà, quel outillage aussi on veut avoir sur place, de pouvoir réfléchir à ça aussi en collectif, c'est hyper important pour nous. Commencer à installer aussi le point d'eau, les éclairages, donc ça c'est en cours. On a un mur encore qu'il faut qu'on étanchéifie. Voilà, on a des petites problématiques sur le portail, donc là on est vraiment sur du très précis. Et après, d'un point de vue plus global sur l'aménagement des terrains aussi, on va s'interroger ensemble sur voilà, comment est-ce qu'on organise les extérieurs, où est-ce qu'on installe les lieux pour dormir, voilà, comment est-ce qu'on agrandit la capacité d'accueil aussi, la création d'une terrasse pour pouvoir profiter l'été voilà, du maximum de lumière et de pouvoir tous partager des repas ensemble. Et après, vraiment, d'un point de vue de l'association, donc là, on va aussi s'atteler à organiser l'Assemblée générale. On est en train de rechercher aussi des soutiens financiers. Donc là, pareil, on regarde de plus en plus voilà, les dossiers pour pouvoir faire financer aussi de l'animation ou de l'outillage.
voilà, sur le territoire. Et après, l'idée d'aller vraiment tisser du lien donc, avec ce territoire-là et avec le voisinage aussi, hein, puisque voilà, c'est un projet qui est quand même assez nouveau, qui sort un peu de terre, qui n'est pas forcément facilement compréhensible aussi par les uns et les autres. Donc, pour la programmation, l'idée, c'est qu'on va mettre en place un chantier par mois sur le printemps et l'été 2021. Avec une vingtaine de participants par chantier ou par atelier, et qu'on s'attelle vraiment à terminer ce bâtiment et à aller vers de la fabrication aussi de mobilier, de bacs pour le jardin, de cuisine. Et comme je vous disais, ça va vraiment dépendre aussi de vos besoins, de vos envies et de ce qu'on a envie de co-créer ensemble. Et évidemment, une date d'inauguration pour ce bâtiment, quand même, ce serait bien de le faire. J'ai mis en octobre, mais c'est pas sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous enverra, s'il y en a qui sont intéressés, on a une adresse mail, on enverra un petit Frama date. Hop, vous avez l'adresse mail ici, mais on la remettra sur les imaginations fertiles, on pourra la repartager. On est aussi dispo sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller liker la page Facebook et le Instagram. On aura un petit peu plus que 73 abonnés. Ça nous ferait très plaisir. Pareil, on vient de le lancer, hein, donc c'est tout nouveau encore pour nous. Mais voilà, alors merci les IF aussi pour cette pause déj. J'avais prévu aussi un petit temps de retour d'expérience. Il y en a qui veulent prendre la parole. Je sais qu'Antoine a participé à un chantier participatif, Franck aussi. Voilà, il y a Amélie, Adrien, moi. Si vous avez des questions à nous poser plus précisément. Et peut-être qu'Adrien, tu peux prendre la parole sur la partie montage, SCI, le lien SCI association. Ça. Alors, je vais juste couper mon micro. Bonjour et désolé pour le retard. Donc effectivement, le montage qui est à l'Ustar, il y a une SCI qui va posséder le terrain et une partie, enfin le bâtiment. Le bâtiment sera mutualisé pour les activités de l'entreprise, du collectif Makers & Co et de l'association le LOL, donc le laboratoire de l'Ustar. Et cette association et cette entreprise, en fait, travaillent sur des sujets un peu similaires qui vont être beaucoup centrés sur l'habitat, les tiny house d'un côté, mais aussi on va le faire pendant des chantiers participatifs, construire des dômes, pourquoi pas des carters, pourquoi pas des structures en super adobe, donc des dômes de terre, etc. Et on ne se ferme pas à un type de construction. Le but, c'est justement d'expérimenter différents types de constructions, celles qui sont considérées très écologiques comme celles qui le sont moins. Et le but derrière, c'est de vraiment faire une comptabilité carbone ou énergie et de démystifier un peu certaines choses, certains types de construction, et pouvoir être objectif sur les intérêts qu'il y a de construire de telle ou telle façon en fonction des situations et en fonction des besoins. Donc, la thématique du LOL, c'est habitat et mobilité, dans le sens où voilà, comment construire une maison ou un atelier avec les matériaux locaux et en fonction d'un certain cahier des charges, et comment on peut faire le lien entre campagne et ville à travers des dispositifs comme les tiny house, comme des remorques ou des remorques à vélo, pour faire le lien entre monde urbain et monde rural. C'est un peu notre objectif, et ça passe avant tout par les savoir-faire autour de la fabrication d'habitat. Voilà. Je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais je le résume comme ça. Merci beaucoup, Adrien. Du coup, je vais juste peut-être passer à lire les questions. On va passer un petit temps de questions. Voilà, n'hésitez pas à digérer peut-être un tout petit peu toute cette information-là, puisque c'est très riche, toutes les activités qui se développent dans le laboratoire organique de l'Ustar. Donc, n'hésitez pas à intervenir ou bien en levant la main sur la vidéo ou bien en nous écrivant sur le chat. Donc, nous avions une première question de Sarah qui nous demandait, qui nous disait qu'elle souhaiterait venir sur le chantier, mais je pense que Kerry, elle a un peu répondu en disant que c'était sur les réseaux sociaux que ça allait être annoncé, les prochaines dates pour pouvoir y participer. C'est bon, donc voilà, sur les réseaux sociaux. Et donc, nous avons une question aussi de Oumia qui nous demande c'était lequel le plus gros défi du projet. Voilà, je ne sais pas qui veut répondre. Adrien, peut-être?
pour vraiment, si on se concentre sur la partie technique, le plus gros défi pour nous, c'était finalement de dessiner une structure, parce qu'en fait, on n'a pas de formation d'architecture ou une grosse expérience dans la fabrication. Donc, on s'est attaqué à un défi qui était quand même de taille, qui était de construire un bâtiment d'au moins 10 mètres de large, enfin, au moins de 200 mètres carrés au sol et de 7 mètres au maximum de sa hauteur, et sans piliers porteurs, sans structure porteuse au milieu, justement pour pouvoir rentrer des roulottes et des tiny houses. Donc tout ça, ça nécessite une espèce d'architecture particulière. Donc on a conçu celle-là, un peu comme ça, en utilisant des logiciels un peu de calcul de mécanique quand même. Mais voilà, on s'est lancé un peu dans l'aventure comme ça, et ça marche parce que ça a subi plusieurs tempêtes et il est toujours debout. Mais un des gros défis, c'était celui-là. C'était finalement pas le plus compliqué à mettre en pratique. La paille et l'enduit-terre, c'est finalement ce qui est le plus compliqué. Mais le défi, c'était vraiment celui de la structure du bâtiment. Tu peux parler d'investissement? On a une question aussi de combien il y a eu d'investissement sur ce projet. Peut-être aussi le président pourra répondre. Ouais. Président et trésorier jusqu'à présent, enfin jusqu'à peu. Sur vraiment la construction du bâtiment hors terrain, aujourd'hui, on en est à peu près à 30 000 euros. Non, je dis une bêtise, il y a une partie du terrain, donc on doit être à 25 000 euros en incluant l'achat d'une petite pelleteuse à 6 000 euros, qui est un peu indispensable dès qu'on travaille sur des terrains comme ça, surtout quand ils ne sont pas plats. C'est vraiment l'outil magique. Mais voilà, on est dans ces ordres-là, on va dire matériaux, 20 000 euros, le bois, la paille, les tôles et une partie de l'électricité. Mais en fait, on a fait énormément de récupération sur ce bâtiment aussi. Merci beaucoup, Adrien. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, est-ce que tu pourrais… Oui. Ouais, moi, je voulais pour répondre à la question quel a été le plus gros défi, c'est clair que le défi technique, il est énorme. Je dirais aussi qu'il y avait quand même un défi un peu humain et organisationnel de faire coïncider nos activités, nos vies toulousaines, le fait que l'association ce soit pas uniquement notre activité principale. On a chacun notre métier, notre vie à côté, et voilà, ça, je pense que ça a été un gros défi et ça a impacté aussi le technique, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que, par exemple, on avait une partie de la paille qui avait moisi un hiver. Bah, c'est aussi parce qu'on n'a pas eu la possibilité, le temps nécessaire à finir les enduits avant l'hiver. Et la météo, enfin voilà, l'hiver est arrivé tout d'un coup, on va dire, plutôt que prévu. Et donc, on n'a pas pu s'organiser pour finir l'étanchéité des murs. Et voilà, donc ça a été aussi un gros défi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.